Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions et pour nous éclairer. Vous êtes policière, vous êtes secrétaire nationale du syndicat Unité. On revient évidemment sur ce drame hier. Justin, 15 ans, qui a poignardé 4 de ses camarades. Une lycéenne est morte. 3 autres sont blessés, dont un, au moment où l'on se parle, dans un état très grave. La violence des jeunes, les couteaux, la sécurité dans les collèges et les lycées, les questions de psychologie, de psychiatrie, la question même d'une forme de terrorisme large qui se revendique de très nombreuses radicalités. Tout cela, il y a dans ce drame d'hier et de très nombreuses réactions politiques auxquelles je voudrais aussi vous poser de nombreuses questions. D'abord, est-ce que l'on peut empêcher ce genre de drame, les couteaux, les jeunes, collèges et lycées? On a terriblement l'impression que ça revient régulièrement désormais dans l'actualité. Alors, si le risque zéro, je commence par ça, n'existe pas, on peut réduire en l'état actuel des choses en France. En France, on a 1 millier d'homicides par an. Un tiers qui sont imputables au couteau. 400, c'est énorme pour un pays développé comme le nôtre. Et on peut prendre d'exemple, et d'ailleurs j'ai entendu hier l'appel du Premier ministre de prendre de bonnes pratiques à l'étranger dans la lutte contre le port de couteau, mais également de son utilisation. Il y a des pays comme l'Écosse qui a, à travers notamment un programme de violence réduction unit, je crois de mémoire, mis en place en fait des politiques coercitives, mais également de l'interaction avec les professeurs, les éducateurs sociaux, pour faire baisser justement cette appétence que peuvent avoir les jeunes. Ça a marché, oui, bien sûr, avec une réduction de près de 60% et du port et de l'utilisation du couteau, notamment entre les bandes. Donc ça peut marcher. Il y a d'autres pays, je pense notamment à l'Australie, qui, eux, ont une politique plutôt qui va impliquer les communautés et les familles. Clairement, ça, c'est un vrai sujet en France. On a un problème, notamment avec la disparité culturelle, le fait que dans certains quartiers, eh bien malheureusement, le couteau est aussi symbole d'un statut. Et le fait d'avoir un couteau, c'est aussi banalisé. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il avait 2 couteaux, hein, le jeune homme qui est passé à la Absolument. Il y a une banalisation du port de couteau en France. Alors le port d'un couteau, de manière très simple, c'est 1 an d'emprisonnement en France. Il y a des pays qui ont décidé d'alourdir cette sanction. Sauf que déjà en France, il n'y a pas d'emprisonnement pour un port de couteau. C'est-à-dire que ça, c'est théorique. C'est très théorique. Vous risquez, si vous vous promenez avec un couteau, 1 an d'emprisonnement. Mais ça n'est jamais appliqué. Ça n'est jamais appliqué. Il y a des pays qui ont décidé d'en faire une politique extrêmement dure et de mettre en application les peines d'emprisonnement. Et ça participe à faire fonctionner en tout cas la baisse du port de couteau et de son utilisation. Et puis il y a la deuxième chose, c'est cette banalité, cette banalisation du port du couteau. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est un statut avoir un couteau. C'est-à-dire que pour certaines personnes, le sentiment d'être plus fort. Et puis, disons les choses, pour certaines personnes, je pense notamment dans les rivalités entre bandes, le couteau c'est un moyen de protection. Lorsqu'on n'a plus confiance dans les institutions et dans la capacité des institutions à protéger, certains aussi portent un couteau. Et il n'est pas rare, et tout policier vous dira, j'ai déjà contrôlé des personnes qui, a priori, ne sont pas des personnes violentes, mais qui, dans leur voiture ou sur elles, ont un couteau et me disent, c'est pour me protéger ou me défendre d'une éventuelle attaque ou agression, parce que j'habite pas le bon quartier, parce que je rentre chez moi tard le soir, parce que certaines personnes ont, par exemple, envie de s'en prendre à moi, etc. Et donc, il y a un vrai sujet aussi social et sociétal. Donc, c'est la question de la répression, c'est la question de l'éducation, c'est la question de l'implication des familles, c'est la question de la justice. Encore une fois, là, on va faire du couteau une question, et dans ce drame, je veux dire, on est, notamment pour les parents, tous à même d'imaginer ce que vit cette famille qui vient de perdre cette jeune fille. On est à même aujourd'hui de se demander si le politique va pas faire encore du couteau une priorité nationale, parce qu'on enchaîne les priorités nationales dans notre pays sans jamais amener ni les moyens ni de véritables politiques propres. Même si quand on vous écoute, on se dit qu'au fond, il y a des choses possibles. On peut, effectivement, en tout cas, d'autres pays, vous nous le dites immédiatement, l'ont fait. Comme vous le dites, il y a beaucoup de choses dans ce drame. Je voudrais qu'on les prenne une par une, mais d'abord, écoutez les propos immédiats du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est rendu sur place hier et pour qui ça n'est pas juste un fait divers, mais un fait de société. Écoutez. Ces lieux d'enseignement deviennent parfois des lieux d'ensauvagement, des lieux de mort. Je pense qu'au-delà des mesures qu'on peut prendre, qu'on doit prendre, qu'on a déjà prises, il y a une question beaucoup plus profonde qui concerne toute la société. Je pense que ce n'est pas un fait divers, ce drame, cette tragédie, c'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire les interdits, l'autorité, l'ordre, les hiérarchies, et qui a accouché finalement de toute cette violence.
Est-ce que vous partagez, Linda Kebab, ce constat sur une société trop laxiste? Alors, ce que je partage, en tout cas, c'est le fait que ce ne sont plus des faits divers, mais des faits de société. C'est des choses, d'ailleurs, que je répète depuis de nombreux mois, voire années. Au risque d'être taxé de trop alarmiste, il y a un véritable sujet sur la question des violences, des atteintes aux personnes, en particulier avec armes, et notamment les couteaux, comme je vous l'ai dit en début de propos. La question du laxisme, aujourd'hui, sur cette affaire, en tout cas, elle se pose assez difficilement. De manière générale, il y a une question du laxisme, en tout cas, de l'insuffisance d'un point de vue judiciaire et pénal, vis-à-vis, je pense notamment aux violences entre bandes, mais ce qui ne concerne pas ce drame-là aujourd'hui. Le drame d'aujourd'hui, et je laisse aux gens plus intelligents que moi de dresser le profil psychiatrique de cette personne, à quelques heures seulement de son interpellation, moi je n'ai pas la possibilité de dire ce qui a conduit à cet acte. Alors évidemment, on a tous eu connaissance de ce manifeste, qui pour moi, si je devais le catégoriser, puisque visiblement on met les personnes dans des cases, je dirais surtout survivaliste. Donc ni d'extrême gauche ni d'extrême droite, ça c'est l'enquête qui le dira, mais en tout cas survivaliste. Une sorte de mélange, on entend le témoignage de ses camarades, il y a évidemment cet élément qui est ce manifeste, je rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas su, qu'il a juste avant de passer à l'acte envoyé un mail très confus, une sorte de grand manifeste comme vous dites, où il est à la fois fait état de la question du capitalisme, de la question de l'écocide, de la question d'une forme de totalitarisme, c'est extrêmement confus. Il y a aussi le témoignage de ses camarades, qui disent qu'il faisait référence à la fois au 11 septembre, au nazisme, au djihadisme. C'est une sorte effectivement de mélange de radicalité. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est tout à fait ça, et c'est aussi très représentatif de cette nouvelle génération qui est abreuvée d'un ensemble de courants idéologiques, notamment à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus cet apprentissage idéologique comme on pouvait le connaître traditionnellement, du fait des lectures bien orientées. Aujourd'hui, tout arrive sans tri aux jeunes, qui sont autant impactés par la question climatique que par la question nationaliste, par exemple. Et donc, tout est possible dans ce type de circonstances. Mais ce qui nous interpelle, ce sont aussi ces témoignages qui disent que c'était un jeune homme assez particulier, avec un profil psy assez inquiétant. Et évidemment, l'enquête va le dire, c'est quel était le niveau de communication au sein de la famille, quel a été le niveau d'inquiétude au sein de l'établissement scolaire, quelle a été la relation avec les institutions. Et j'en reviens à ce sujet qui, vous le savez, me touche particulièrement, puisque je pense que c'est un des leviers de notre société française, c'est la question psychiatrique en France. C'est la question de cet enfant pauvre de la médecine en France qui souffre d'un manque de suivi de tous les profils psy. Et on sait que chez les jeunes, c'est un véritable sujet post-confinement. Mais de manière générale, à chaque fois qu'il y a un drame, Madame de Malherbe, vous le savez, que ce soit un acte terroriste ou un fait divers dramatique, eh bien, on découvre qu'il y a une forme de déséquilibre psychiatrique, de troubles psychiatriques au minimum, parfois d'irresponsabilité pénale, ce qui n'est pas encore le cas de cette affaire. Et on apprend dans le même temps que la psychiatrie reste le parent pauvre de notre pays. Donc moi, je m'attache quand même à toutes ces figures politiques qui s'émeuvent à chaque drame, mais qui ne disent pas qu'on va rouvrir des lits en psychiatrie, qu'on va en même temps amener de l'éducation et de la sanction. Je pense qu'il ne suffit plus seulement de 2 jambes dans notre pays, il faut vraiment qu'on avance à 4 jambes, parce qu'on a accumulé énormément de... C'est quoi les 4 ? C'est la question de l'éducation et de la prévention, de l'implication des familles, de manière coercitive s'il le faut. C'est la question de la psychiatrie, c'est la question de la sanction, c'est la question de la répression, c'est la question de la coercition. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Et je pense très sincèrement aujourd'hui qu'on est défaillant sur l'ensemble des spectres qui vont amener un individu de sa naissance à sa mort à devenir quelqu'un d'à peu près normal. Effectivement, la question de l'implication des familles, j'y reviendrai aussi dans un instant parce que je voudrais vous interroger sur cette proposition de Robert Ménard qui décide désormais de sanctionner, y compris au portefeuille, en supprimant les allocations familiales des parents qui seraient défaillants dans l'éducation de leurs enfants. Mais si l'on en reste effectivement aux réactions les plus politiques, elles ont été immédiatement tournées aussi sur la question de la sécurité. On le comprend bien, c'est sécurité et santé, mais si on s'arrête un instant sur sécurité. François Bayrou demande à ce qu'il y ait un sursaut collectif, je cite, face à cette violence endémique d'une partie de notre jeunesse. Il parle d'une explosion de violence qui ne peut pas être acceptée durablement. Il faut travailler dans les établissements pour que ce type d'armes blanches ne puisse pas rentrer. Certains parlent aussi de portiques de sécurité, de fouilles systématiques des sacs. Quelles sont les mesures à prendre de manière immédiate? De manière immédiate, j'ai envie de vous dire, c'est
Alors, encore une fois, il y a des pays qui ont mis en place des politiques extrêmement fortes, c'est-à-dire une sorte de concorde nationale, notamment vis-à-vis des bandes, notamment des groupes de jeunes qui ont le port du couteau comme étant une banalité presque identitaire. Et ça a fonctionné. Là, dans l'immédiat, je vais vous dire, Mme de Malherbe, on n'a pas de solution parce qu'on part de tellement loin. Vous voulez des portiques? Mettons des portiques, certes, mais les couteaux céramiques passeront le portique. Et puis, de toute façon, les clôtures d'établissements sont telles que dans notre pays, on n'arrive pas à empêcher que des produits stupéfiants ou des armes atteignent les détenus dans les prisons. Vous pensez vraiment qu'on a la capacité d'éviter que des couteaux soient transmis à travers les clôtures des établissements? Quand François Bayrou dit « Je demande à ce que sous 4 semaines, des propositions me soient faites pour endiguer les violences des mineurs avec armes blanches », vous proposeriez quoi, vous? Exactement ce que je vous dis depuis le début du propos, c'est-à-dire d'aller prendre de bonnes pratiques, que ce soit en Écosse, au Japon, en Australie et même en Inde, même si évidemment là-bas la question de la corruption peut falsifier un petit peu les chiffres, qui ont amené des politiques générales qui vont de l'éducation à la répression en passant par, je vous ai dit encore une fois, la coopération des familles, des communautés, du quartier, des établissements psychiatriques, des éducateurs sociaux. C'est inévitable. Et puis aussi la réponse pénale. On en parle tellement peu. Il y a une banalisation du port du couteau aujourd'hui, même chez des jeunes qui, visiblement comme ce type de profil, ne posent pas problème, ne sont pas connus des services de police et de gendarmerie, mais parce qu'il y a une banalisation du port du couteau. Je vous ai dit, on est à 1 an de peine d'emprisonnement normalement en France et jamais la peine de prison n'est prononcée pour ce type de fait. J'ai, il y a quelques semaines, publié avec notamment Jean-Michel Fauvergue et Bruno Pomar, puisque nous avons confondé un cercle de réflexion, une tribune sur les très courtes peines. Nous avons fait une étude en prenant notamment exemple sur des pays à l'étranger comme les Pays-Bas, sur des très très courtes peines non désociabilisantes, c'est-à-dire 1 semaine, 2 semaines, en particulier pour les plus jeunes. Ça ne vous prive pas effectivement de en général votre vie de famille n'explose pas en vol. C'est ça. Parce que vous ne partez qu'1 semaine ou 2, vous ne perdez pas votre job. Exactement. Donc quand vous sortez de prison, vous retrouvez votre travail. Pas dans les établissements pénitentiaires. C'est ça ce que vous voulez dire quand vous dites la question de la désociabilité. Exactement. Et avec évidemment des conditions sine qua non qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de mettre en œuvre, mais qu'il faut mettre en œuvre, c'est-à-dire des établissements spécialisés qui ne sont pas les établissements qu'on connaît aujourd'hui au risque de contamination criminelle, mais également, et c'est là où le bas blesse, apporter des moyens. On le fait notamment pour les détenus en fin de peine, vous savez, de longue période. Ce sont des SAS, ce sont des structures d'accompagnement à la sortie, pendant lesquelles on met en œuvre des éducateurs, des formateurs, des psys. C'est-à-dire qu'on va apprendre les individus détenus à se réintégrer dans la société. Eh bien, vous pouvez, pour des très jeunes, dès les très courtes peines, les accompagner au sein de SAS dès le début, dès le premier jour, et les réintégrer et faire le job que les parents n'ont pas pu ou n'ont pas su faire. Mais qu'ils aient l'expérience de la prison. Et qu'ils aient l'expérience. Ce qui parfois et souvent, je veux vous dire, Madame de Malherbe, ce n'est pas être fasciste que de dire qu'il y a des environnements toxiques dans des familles, dans le quartier, dans parfois les établissements scolaires, parfois dans le groupe d'amis. Eh bien, parfois, il faut faire sortir notamment des ados, des jeunes adultes de ces environnements toxiques et les apprendre à devenir des adultes meilleurs, ou en tout cas de futurs adultes meilleurs. Je pense très sincèrement que ces très courtes peines, exclusivement sous le format que je vous décris, peuvent être une solution, oui. Est-ce que là-dessus, j'ai quand même l'impression que vous êtes nombreux désormais à poser ce diagnostic. Je me souviens que la première, c'était Béatrice Brugère qui m'avait dit il y a déjà au moins 2 ou 3 ans qu'il fallait s'inspirer du modèle de la Hollande et des très courtes peines. Désormais, les politiques commencent également à s'en emparer. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui serait possible de manière très, très rapide, là ? Vite. Oui, vous savez, il y a les anciennes maisons d'arrêt départementales, par exemple, qu'on peut très bien convertir. Il y a la possibilité aujourd'hui, il faut recruter évidemment des éducateurs sociaux, plus de psy, plus de formateurs, se mettre en relation avec les écoles, sauf qu'aujourd'hui, nos écoles elles-mêmes sont en difficulté. Je vous rappelle que dans certains départements, notamment les plus pauvres, il y a encore des élèves qui n'ont pas de professeur de français ou de mathématiques toute l'année. Donc il y a un véritable sujet du côté éducation nationale qu'on oublie. Il y a la relation entre l'éducation nationale et la police. Moi, j'ai connu, vous avez certainement connu cela, des policiers, des formateurs antidrogue qui venaient dans les écoles très tôt dans le cheminement cognitif de l'enfant pour parler des méfaits de la consommation des produits stupéfiants. Eh bien, on peut faire la même chose sur la question de la violence, sur le fait de porter un couteau, sur en gros toutes les interactions sociales que l'enfant et l'adolescent va venir. Dès la fin peut-être de l'école élémentaire, le tout Exactement, début du collège. Avant la ça construction. Peut être vous, ça peut être des policiers qui bien vont sûr, dans les écoles. Et je pense qu'il faut remettre des moyens à la différence de ce que je vous dis, c'est-à-dire que les révisions générales de politique publique, puis la modernisation de l'action publique, c'est-à-dire les politiques qui ont été menées de 2007 à 2019 jusqu'à la loi de transformation de la fonction publique, je suis désolée, je suis un peu technique, non, c'est bien, ont eu tendance, à ne pas remplacer les fonctionnaires,
notamment d'État, les plus importants, mais également à déconstruire le statut de ces agents qui doivent être ancrés dans la vie des individus et dans le service public sur du long terme. Donc oui, je pense que remettre en place un système à l'image des policiers formateurs antidrogue, c'est-à-dire des policiers formateurs auprès des plus jeunes, avant la construction cognitive de l'adolescent, dans la lutte contre la violence et les couteaux, et donc avec aussi, et c'est peut-être là où il y a un pendant idéologique, la coopération des professeurs et de l'éducation nationale, c'est aussi une solution, madame. Linda Kebab, 2 réactions en particulier, celle de Christian Estrosi et celle d'Éric Ciotti. Christian Estrosi, il dit cette violence intolérable nous rappelle l'urgence absolue que nos établissements redeviennent des sanctuaires inviolables de la République. Et il dit, avec la région, nous avions proposé des expérimentations, portiques de sécurité, reconnaissance faciale dans les lycées, elles nous ont été refusées. Il est temps de revoir ces décisions et c'est aussi ce que propose Éric Ciotti qui dit qu'il faut rien s'interdire, je cite, portique de sécurité, vidéoprotection avec reconnaissance faciale. Est-ce que ces solutions-là, portique de sécurité, voire même reconnaissance faciale, vous paraissent acceptables, souhaitables ? Eh bien, si on les accepte, c'est qu'on accepte un diagnostic, et on doit être d'accord avec ça, c'est qu'on a une américanisation de notre société, vous savez, l'introduction de ces armes pour commettre des tueries dans des établissements scolaires. Et on doit encore se satisfaire que les armes de catégorie A et B ne soient pas accessibles aux kidam, les armes à feu en l'occurrence. Sinon, on peut imaginer que un drame comme hier aurait été beaucoup plus lourd. Donc oui, évidemment, malheureusement, là, dans l'immédiateté, on a envie de dire que le portique peut apporter une forme d'assurance aux familles notamment. Mais encore une fois, le portique ne va pas pouvoir tout détecter. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus que les écoles deviennent des salles d'embarquement. On ne peut pas faire retirer les boucles de ceinture à tous les élèves qui entrent dans un établissement scolaire. C'est un tout. C'est un tout. Et le problème aujourd'hui, et je me permets de pousser mon petit coup de gueule syndicaliste, c'est que là, il y a la lutte contre les violences et notamment les violences à travers les armes blanches. Je vous ai dit 400 homicides par an, mais il y a également les violences intrafamiliales, le harcèlement scolaire, les agressions sexuelles, la sécurité routière, les servitudes, notamment les gardes d'établissements cultes. C'est-à-dire qu'en chaque fois, pour la police et la gendarmerie, c'est une mission prioritaire tous les jours, avec 0 effectif supplémentaire. Je vous ai parlé il y a 2 secondes de la RGPP et de la MAP. Depuis plus de 10 ans... Depuis plus de 10 ans, 10 écoles de police sont fermées, elles n'ont jamais été rouvertes. C'est-à-dire aujourd'hui, les écoles de police qui tournent à l'heure actuelle sont au maximum de leur plan de charge. Néanmoins, elles ne compensent pas, 1, les départs, 2, n'oublions pas les démissions qui sont de plus en plus importantes, notamment dans des professions qui sont difficiles à supporter. Et donc, je pense aujourd'hui que on peut prioriser tout ce qu'on veut, et notamment la lutte contre cette forme-là de violence, et se mettre en partenariat avec les écoles, c'est indispensable. Mais sans effectifs supplémentaires, je suis désolée, ça semble redondant, on ne pourra rien faire. Linda Kebab, un point aussi sur ce que vous disiez, la responsabilisation des parents. Vous l'avez sans doute entendu, Robert Ménard, le maire de Béziers, veut désormais supprimer les allocations familiales de tous les parents qui ne feraient pas l'effort d'emmener leurs enfants à l'école, de s'assurer qu'ils sont réveillés, de même parfois les inscrire tout simplement à l'école puisqu'un certain nombre ne sont même pas inscrits, ou de ne pas les garder chez eux le soir et de les laisser sortir. Est-ce qu'il faut responsabiliser, sanctionner à ce point les parents aussi ? Alors moi je suis pour la responsabilisation des parents. J'entends que des parents soient dépassés, sauf que des parents dépassés mais qui font de leur mieux malgré tout pour s'impliquer dans la vie de leurs enfants, ça existe aussi. Oui, inévitablement, et nous on le retrouve, et moi j'ai une vision empirique du terrain, mais j'ai aussi, les statistiques aussi... mauvaises soit-il du service statistique du ministère de l'Intérieur, nous permettent en tout cas de faire coïncider 2 choses. C'est que l'implication des familles est inévitable dans l'amélioration en tout cas des relations entre notamment les adolescents en matière de violence. Donc oui, évidemment, il y a des parents qui sont démissionnaires. Oui, évidemment, il y a des parents qui sont je m'en foutistes, pardonnez l'expression triviale. Et oui, il faut des mesures coercitives. Mais Madame de Malherbe, à chaque fois qu'on parle de responsabiliser les parents, et notamment d'un point de vue pénal, je ne parle pas seulement d'un point de vue pécuniaire, je laisse cette question aux sociologues et aux économistes de regarder les conséquences de cette... suspension, comme on dit, des allocations familiales aux familles. Mais je pense, en revanche, qu'on peut mettre en place... Vous savez, le code pénal a un panel tellement large qu'en matière de responsabilisation des parents, on peut piocher et faire en sorte que ces parents soient présents un petit peu plus souvent et faire en sorte que quand un adolescent est convoqué devant le délégué du procureur pour autrefois un rappel à la loi, aujourd'hui une composition pénale par exemple, eh bien que ce soit un parent et non pas un parent vivant. Parce que parfois, certains enfants ont 2 parents vivants en bonne santé et c'est pourtant un éducateur social qui est présent aux côtés de l'enfant pour cette convocation. Donc oui, aller chercher les parents, bien sûr, et les responsabiliser, les forcer. Et ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, c'est l'implication communautaire. C'est-à-dire qu'il y a des pays, je pense notamment à l'Australie, qui ont mis en place une politique d'implication communautaire qui responsabilise les parents. Ce que vous appelez implication communautaire, c'est-à-dire qu'on implique les parents, les professeurs, le quartier, toute la communauté, c'est-à-dire tout ce qui fait commun.
et de manière à faire en sorte que les parents se sentent un petit peu investis et qu'ils aient aussi parfois le sentiment que l'épée de Damoclès peut s'abattre aussi sur leur tête. Merci beaucoup Linda Kebab d'avoir répondu à toutes mes questions ce matin.